Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Nous sommes mardi et il est déjà 23 heures. C'est notre aventure qui va commencer. Notre aventure, c'est bien entendu la quête vers la connaissance. Nous restons toujours dans la métaphysique avec de nouveaux thèmes. Et une fois de plus, ce soir, je suis accompagnée du professeur Emmanuel Pod. Bonsoir professeur. Bonsoir Laure Agathe. Oui, c'est bien. Alors professeur, pour ce soir, qu'est-ce que vous aviez préparé pour nous? Alors on va parler du cosmos, parce que la métaphysique, il faut dire que c'est quelque chose qui regarde l'univers dans sa globalité. On parle de macro donc global, et micro maintenant nous. C'est-à-dire parcelle de ce qui est global, une partie de ça. Bon, donc on va parler de la métaphysique et de l'homme, parce que la métaphysique est au service de l'homme. Parce que c'est l'homme qui a besoin de son devenir, qui a besoin d'être affranchi. Et ce n'est pas la métaphysique qui a besoin d'être affranchie. C'est comme dans le milieu économique, l'homme a besoin de se servir de l'économie, mais malheureusement c'est l'inverse. C'est l'économie qui se sert de l'homme. Donc nous, on va faire sérieux, c'est-à-dire donner à l'homme sa place dans l'univers. Voilà. D'accord. Donc c'est une heure de débat, une heure de réflexion, mais aussi une heure pour répondre à vos messages. Vous aurez les contacts qui vont s'afficher sur vos petits écrans. Alors je vous propose de suivre l'élément qui va suivre et nous revenons juste après. Le cosmos se compose en 7 plans ou étapes de la matière ou substance manifestée. Dans l'état actuel de nos connaissances, il nous est à peine possible de concevoir ces plans. Et seules les dernières subdivisions du plan inférieur, le plan physique, nous sont connues. Voici, selon la théosophie orientale, la nomenclature des 7 plans du cosmos en commençant par le plus bas. 1. Plan physique. 2. Plan astral. 3. Plan mental. 4. Plan d'initiation ou bouddhique. 5. Plan spirituel ou nirvanique. 6. Plan monadique ou paranirvanique. 7. Plan divin ou hamaparanirvanique. Chacun de ces plans correspond à 7 sous-plans ou sous-divisions des états de matière. Voici la nomenclature de ceux de notre plan physique, toujours en partant du plus inférieur. 1. Solide. 2. Liquide. 3. Gazeux. 4. Éthérique. 5. Super éthérique. 6. Subatomique. 7. Atomique. Au-delà sont les 7 sous-plans du plan astral, les 7 sous-plans du plan mental, etc. Il échappe complètement à l'investigation de l'homme ordinaire et seul un vaillant peut explorer la région astrale. Ces véritables voyants sont rares et plus rares encore sont ceux qui sont capables de monter au-delà dans les premières régions du mental. Au-delà encore, passer la limite qui sépare les deux parties du plan mental, l'exploration est impossible même aux clairvoyants les plus avancés. Quelques mystiques qui arrivent et le rapport de leur vision de splendeur sont pour nous comme des récits de voyage dans des régions absolument inaccessibles et dont le divertissement grandiose ne peut même pas être compris. Et cependant, la monade ou étincelle du divin passe successivement par les 7 plans pour descendre jusqu'au plus bas et remonter ensuite. Ici, il est question d'involution et d'évolution, chose rare. Pourquoi cette descente de la monade, cette chute dans la matière la plus inférieure, suivie de la pénible remontée? C'est le plus grand mystère du secret du Père et nous ne pouvons pas répondre à cette question, pas plus que nous pouvons comprendre pourquoi l'absolu s'est manifesté.
Le 1 est devenu 2, le 2 est devenu 3 et le 3 est devenu multiple. Nous pouvons énoncer ce chiffre et sans le concevoir autrement, ce mystère de la manifestation. Avant d'étudier un à un les 5 premiers plans, il convient de bien préciser qu'il ne faut pas concevoir ces plans comme se superposant les uns au-dessus des autres. Tout s'interpénètre et nous ne saurions mieux faire pour préciser cette idée que de dire comme le disait un éminent philosophe hindou. Tous les mondes invisibles sont autour de nous, ici et à l'instant présent. Dans l'espace, ils ne sont pas séparés de ce monde ici. Le monde astral et ses habitants nous entourent constamment, bien que la plupart d'entre nous n'en aient pas conscience. Il en est de même pour ce monde invisible que la tradition appelle le ciel. Les splendeurs du ciel sont ici en cet instant et tout autour de nous, il nous manque que les yeux pour voir et les oreilles pour entendre. Comment se peut-il que dans notre maison, dans notre jardin, dans nos rues et nos villes, il y ait aussi d'autres mondes? Comment plusieurs mondes peuvent-ils exister dans un seul et même espace? La chose est rendue possible par le fait que la matière de chaque monde est plus subtile que la matière du monde immédiatement inférieur. Si nous comparons la matière de 3 mondes invisibles les plus bas avec les 3 étapes de la matière physique qui nous est familier, les étapes solides, liquides et gazeux, nous verrons en considérant un instant le monde physique comme solide, le monde astral comme liquide et le monde mental comme gazeux, ces 3 mondes pourront exister simultanément dans un seul et même espace. Le cas du corps humain qui a les cellules de plusieurs natures. Une bouteille peut être remplie de sable, mais elle n'est pas réellement pleine, car il y a du vide entre les grains de sable. Nous pouvons verser de l'eau dans la bouteille en question et les particules de cette eau iront se loger dans le vide laissé par le sable. Même avec le sable et cette eau, la bouteille n'est pas réellement pleine, car nous pouvons rendre l'eau gazeuse, c'est-à-dire envoyer des particules de gaz remplir les vides existants dans l'eau, étant donné que l'eau n'occupe pas l'espace d'une façon homogène, mais est transpercée. C'est pourquoi l'eau et les gaz peuvent aussi se trouver simultanément dans la même bouteille. Or, c'est là un peu la façon dont nous sommes entourés ici par le monde astral, le monde mental et le monde supérieur. Pour voir facilement ce qu'en est de chacun de ce plan, cela n'est possible qu'en étudiant la constitution occulte de l'homme et la continuation de la vie après la mort sur le plan physique. Notre groupe terrestre est un être vivant et 3 reins constituent son corps. Le rein minéral en est le squelette, le rein végétal en est le centre animique et le rein animal en est le centre intellectuel. Comme Dieu, l'univers et l'homme, la nature est aussi une trinité. Les anciens l'enseignaient et seule la physique des hermétistes du Moyen-Âge est en accord avec l'enseignement des grands sages. Cette physique était basée sur les 4 éléments, terre, eau, air, feu, qui sont les 4 principes agissant dans la nature. Ces 4 éléments donnent la vie au corps de la planète en la supportant, c'est le rôle de la terre, en l'animant, c'est le rôle de l'air et de l'eau, et enfin en la faisant mouvoir par la combinaison des rayons solaires avec les forces physico-chimiques, c'est le rôle du feu. L'homme doit se rendre maître de ces 4 éléments avant de parvenir à la connaissance des mondes supérieurs. Les 4 verbes magiques, vouloir, savoir, oser, se taire, sont d'ailleurs en correspondance avec les 4 éléments, feu, eau, air, terre, correspondant eux-mêmes aux 4 parties du sphinx dressées dans l'Égypte antique au seuil du temple de l'initiation. Merci. Si vous venez de nous rejoindre, c'est Le Monde Inconnu qui a déjà pris, le train a déjà quitté la gare
Et aujourd'hui, nous vous proposons une réflexion autour du cosmos, l'homme et Dieu. C'est bien cela, professeur? Oui, on va essayer pendant quelques minutes, on va essayer de parler de la place de l'homme dans le cosmos, mais il faut dire une chose, c'est que nous parlons de quoi? De Dieu, de la nature, souvent, ou de l'univers, parce que souvent quand on prie, on lève les mains en l'air, on regarde ce que nous avons appelé ciel, oui. Parce que nous avons nommé le voûté céleste, je ne sais pas moi comment, le ciel. Bon, donc on lève les mains, on pense que Dieu est au ciel et on se met à prier. Bon, c'est vrai que d'aucuns, ils pensent que Dieu, bon, peut-être qu'il est dans le sol parce qu'ils vont jusqu'à leur tête toucher le sol, mais bien sûr, eux aussi, ils se lèvent et puis ils lèvent les mains. Alors, toutes ces adorations font en sorte que c'est compliqué d'expliquer l'univers à l'homme et la place de l'homme dans cet univers. Nous sommes concernés par cet univers pourtant. Alors, mais malheureusement, oui. Mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Donc ce soir, nous allons essayer d'apporter quelques explications. Alors c'est ce que nous sommes en train de vouloir faire comme ça. Et je voudrais qu'on rebondisse sur les quatre éléments qui régissent le cosmos, c'est-à-dire la terre, le feu, l'eau et l'air. Maintenant, à chaque élément, une fonction. Bon, disons, les quatre éléments, on les trouve comme éléments créatifs. C'est-à-dire, c'est des éléments qui s'entremêlent. Oui. Ce n'est pas des éléments tirés à part. On peut les dissocier. Par exemple, l'argile qui fait partie de la terre peut avoir un rôle particulier dans l'utilisation de la terre dans certaines formules thérapeutiques. Et l'eau peut faire partie de l'hydrothérapie, bon, c'est-à-dire des réparateurs, c'est-à-dire des remèdes. Oui. Que l'homme, parce que remède ici, c'est remédier. Donc le désordre qui peut se retrouver dans notre corps peut être remédié par des éléments spécifiques dans les quatre éléments en question. L'eau peut servir d'hydrothérapie, la terre, l'argile peut servir de l'argilothérapie, donc des cataplasmes et d'un certain nombre de choses. On peut utiliser la terre même pour soigner les créatures de l'autre monde. Alors, l'air peut servir de purification, dont là, on a des thérapies qui consistent à respirer, qui sont basées sur des techniques respiratoires. Et puis, il n'y a pas de bonne méditation sans la bonne utilisation de ces techniques respiratoires. Donc, les techniques respiratoires qui purifient le corps. Parce que moi, je voudrais qu'on aille sur du terre à terre, parce qu'il ne faut pas que les téléspectateurs s'attendent à un cours de sciences occultes, comme pour parler sciences d'un genre, sans qu'on parte sur des exemples. Alors, maintenant, on a parlé de la terre, on a parlé de l'eau, et on n'a pas parlé du feu. Le feu, le soleil, par exemple, grâce au soleil, les agriculteurs peuvent faire de bonnes affaires pendant s'ils savent utiliser le soleil. Parce qu'il y a par exemple, pour cultiver l'arachide, ça commence lorsque il y a la petite saison de soleil. Parce qu'au Cameroun, en Afrique, en général, il y a 4 saisons. Grande saison de pluie, petite saison de pluie, grande saison sèche et petite saison sèche. Bon, ce n'est pas l'automne, l'hiver et tout cela. Bon, donc, on plante à la veille des débuts des petites pluies, là, pas des grandes pluies. Dans la petite saison de pluie, on plante à la veille. Il faut avoir terminé de faire ton champ. Et parce que le soleil a chauffé les grains d'arachide, que les premières pluies, on a une poussée de ces arachides, ces grains d'arachide là. Bon, donc il faut savoir utiliser ces 4 éléments.
Donc, ces 4 éléments font partie de notre vie et font partie du cosmos et s'utilisent mieux en métaphysique. Pourquoi? Parce qu'on sait pourquoi, on sait le pourquoi des choses. Bon, mais cependant, quand l'agriculteur les utilise, par exemple, dans le cadre de ses travaux agricoles, oui. Bon, ça devient une routine. Ça n'a rien à voir peut-être avec la métaphysique, mais alors que la métaphysique, c'est au quotidien. Ce n'est pas une histoire d'aller à l'école de la métaphysique spécifiquement. Lorsqu'on se cogne le doigt, on souffle. Vous trouverez ces gestes partout dans le monde en utilisant des outils, et que ça soit le marteau, que ça soit, c'est pas moi, un morceau de bois qu'on a utilisé et que ça a chuté sur son doigt. Première chose, c'est le souffle. Et ce souffle-là, c'est le magnétisme, c'est l'air. C'est aussi là des techniques simples qui sont à la porte, et du moins qui sont utilisées traditionnellement par tout le monde à travers le monde. Alors donc, nous parlons métaphysique, nous parlons du cosmos, c'est-à-dire les forces, les pouvoirs qui régissent d'ensemble de tout ce qui existe. Les mêmes pouvoirs sont en nous et nous devons apprendre à les connaître. C'est en apprenant à les connaître que nous prenons de la dimension de l'être humain, et c'est ce qui va nous empêcher de nous comporter comme des animaux. Nous restons animaux lorsque nous ne connaissons pas l'utilisation de ces pouvoirs, hein, qui sont à l'état latent en nous et qui sont au-delà de nous, parce que ces pouvoirs sont externes et en même temps internes. Professeur, parlant des quatre éléments, vous aviez fait intervenir des verbes. Vouloir, savoir, oser, se taire. Et à chacun de ces verbes, vous avez associé un élément. Est-ce qu'on peut comprendre la corrélation entre les éléments et les verbes? Alors, vouloir, non, savoir par exemple, c'est un feu qui vous brûle, hein, qui vous donne envie. Hein. Quand vous voulez aller vers le savoir, c'est quelque chose qui vous brûle au niveau de votre cœur. Alors, vouloir, c'est comme l'eau, une soif, hein, que vous devez étancher. Et là, vous tombez directement dans oser. Donc, c'est-à-dire, vous allez acquérir une certaine énergie à partir de l'oxygène et de tout. Pour terminer, on a ces terres. Vous savez, la terre, c'est un élément qui englobe des choses. Nos tombes sont dans la terre. Oui. Tout ce que nous faisons, la terre récupère et elle s'éteint. Jusqu'à un moment, elle peut réagir. Donc, il faut savoir utiliser ces 4 aspects et pour pouvoir s'équilibrer. Parce que la vie spirituelle doit nous conduire vers la divinité si elle est menée positivement. La vie spirituelle qui ne nous conduit pas vers la divinité, elle est celle qui est menée négativement. Parce que dans le spirituel, il y a l'aspect négatif et l'aspect positif. L'aspect négatif, c'est quoi? C'est la sorcellerie ou de la magie noire. C'est par exemple une personne qui sort de l'église, bon, elle vient de prier Dieu, et peut-être même qu'elle est ancienne de l'église, et avec sa Bible et sa robe blanche, et à l'entrée de sa porte, elle trouve que le voisin a versé de l'eau sale. Oui. Directement, cette personne s'enflamme. Elle oublie qu'elle sort de l'église. Oui, elle oublie qu'elle sorte de l'église et que, avant même de s'enflammer, il faut qu'elle sache si quelqu'un n'est pas tombé avec de l'eau en voulant passer par là. Parce que il n'est pas toujours question de vouloir agresser l'autre sans savoir qu'est-ce qui s'est passé. En se calmant, en entrant, peut-être dans la journée, il peut savoir ce qui s'est passé et appeler l'autre, lui faire des reproches au cas où il y a eu une mauvaise intention, et sans que ce soit des reproches
Donc, vous redimensionnez votre être par le savoir, le vouloir, l'oser et le se taire. Ouais. Vous n'allez pas redimensionner ça parce que Jésus a trop parlé avec vous pendant ces instants où vous étiez absent à la maison et que de retour de la maison, vous oubliez déjà Jésus pour revenir un mondain normal. Voilà. Donc, c'est des choses qu'on doit connaître pour affermir sa spiritualité afin de trouver le chemin qui conduit vers la divinité. Mais professeur, nous avons toujours les mêmes questions qui reviennent auprès des téléspectateurs. Tout le temps, professeur nous dit il faut connaître, il faut se mettre à l'école. Et à chaque fois, il pose des questions de savoir où est-ce qu'on peut apprendre à faire tout ça. Alors, on a toujours dit, il y a deux écoles. Il y a l'ésotérisme et l'exotérisme. C'est-à-dire ce qui s'écrit avec X et ce qui s'écrit avec S. Oui. Tout juste après eux, c'est X qui vient. C'est ce qui est du monde extérieur. C'est ce qu'on apprend dans les églises. Parce que l'église a son rôle à jouer. Oui. Bien évidemment, c'est d'amener les gens à savoir qu'ils n'existent pas par eux-mêmes. Il n'existe pas des forces divines qu'on peut qualifier, qu'on peut donner un nom. On peut les appeler Dieu. On peut appeler ça Allah. On peut appeler ça Jésus. On peut appeler ça n'importe quoi, mais ces forces-là existent et ce n'est pas le nom qui importe. Alors, donc c'est le B.A.B.A., le début du commencement de la prise de conscience que nous sommes des entités doubles. Nous sommes des êtres avec un côté double. Donc nous avons en nous une certaine entité. Et cette entité nous lie directement avec les forces supérieures. Alors, si on est à la recherche de Dieu vraiment, même à travers l'Église, dans le chemin qui vous conduit vers l'Église, vous rencontrez votre maître. C'est que les uns et les autres appelleraient ange gardien, je ne sais pas quoi. Vous le rencontrez et là, il peut vous dire, n'allez plus ici, allez là-bas. Bon, un certain monsieur anonyme que vous ne connaissez pas et qui va vous parler comme certaines personnes de foi. Vous vous retrouvez en route, il prend votre main, il lit, et après, vous ressentez dans ce qu'il vous dit des conseils, en même temps des révélations. Et puis, vous voulez prendre le numéro de téléphone de la personne ou son adresse, puisque vous vous séparez avec un bon au revoir normal, oui. Mais vous tournez la tête, vous ne la voyez plus. Vous enjambez, ce n'est pas un tournant, c'est une route normale, vous n'avez pas, ce n'est pas le carrefour. Vous essayez de tout faire, mais vous dites, mais attends, monsieur est allé où? Alors c'est comme ça les maîtres. Bon, maintenant, il y a des guides. Nous avons essayé d'aborder ces domaines. Il y a des guides d'éveil et des guides classiques. Les guides classiques sont aussi les prêtres, les pasteurs et tout, s'ils font bien office de leur métier, oui. Qui se sont adonnés, parce que il y a la Bible indique que Jésus était charpentier, mais il était encore évangéliste. Il faut que chaque pasteur ait un travail pour qu'il ne soit pas dépendant de ses fidèles. Hein? Chaque prêtre, ainsi de suite. Ce n'est pas pour rien que les missions, comme les missions catholiques, les églises catholiques ont acquis des terres et qui les permettent de cultiver, d'avoir des plantations de palmeraie, quoi, et tout. Des vivres. Bon, pour essayer de voir que si l'église est vide, que les gens ne viennent pas, mais qu'on ne meurt pas de faim. Bon, donc on doit avoir quelque chose qu'on fait parce qu'on ne cherche pas Dieu indépendant des gens. On cherche Dieu indépendant de soi-même. Parce qu'entre Dieu et nous, il n'y a pas d'intermédiaire. Alors, donc, je voudrais donc dire quoi? Des guides d'éveil sont des personnes à côté de vous, sont des mouvements organisés, hein, en termes d'école, pour donner cours. Et ça ne se dit pas à la télé. Ça ne fait pas de publicité. Ça se découvre. Je ne vais pas venir dire aux gens à cette antenne que j'ai le cours de métaphysique. Ça ne veut rien dire. Je ne suis pas sûr si c'est des vrais cours. Ah, mais à découvrir que ce type, il peut enseigner la métaphysique, m'oblige à devenir un enseignant, par exemple.
Bon, donc je ne parlerai pas de moi, j'essaie de circonscrire tous les moyens du chercheur de la lumière. Hein? Le chantier de la lumière n'est fait que pour des gens qui cherchent ces chantiers. Ce n'est pas fait pour le grand public. Du moins, la lumière ne vient pas vers nous, c'est nous qui allons vers la lumière. Hein? Ça se sait même avec les insectes. Lorsqu'il y a une bougie allumée dans une chambre obscure, les premières créatures à aller vers cette lumière, c'est les insectes. Tout à fait. Voilà. Donc, vous l'aviez compris, c'est nous qui allons vers la lumière. Nous allons vous proposer un deuxième élément. C'est notre sujet de réflexion qui va nous permettre de comprendre un certain nombre de choses. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisse le temps d'écouter. Si vous posez la question autour de vous, combien y a-t-il de races sur la Terre, la réponse est à peu près toujours la même. Il y en aurait 4, chacune déterminée par la couleur de la peau et chacune correspondant à un continent. Eh bien, ce que je vous raconte là est complètement faux. Le problème, c'est qu'un très grand nombre d'entre nous pensent cela, et pire encore, les races pourraient ne pas être tout à fait égales entre elles. Alors comment est-ce qu'on est arrivé à croire cela, et à le croire encore aujourd'hui, faisant vivre ainsi en permanence le racisme? En fait, il y a de nombreuses couches de racisme dans l'histoire des hommes. Le racisme est donc dans nos mémoires. Eh bien, c'est de cela dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Regardez cette carte ethnographique du monde. Elle vient d'un atlas de 1907 du géographe français Vidal de la Blache, et l'on y constate la corrélation entre continents et prétendues races qui s'y rattachent. Il y en aurait 9, et on repère notamment sur le continent africain et dans une partie de l'Asie les nègres et négroïdes, je cite la légende, la race mongoloïde, les Européens en Europe, Amérique du Nord, partiellement en Amérique du Sud et en Océanie, les Berbères et Arabes, les Pygmées d'Afrique, les Indiens d'Amérique, et enfin les races hyperboréennes dans le Grand Nord. Or, cette carte a été vue par des millions de jeunes Français, et ce jusqu'au milieu du XXe siècle. Et cet atlas allemand, de la même époque, donnait à peu près les mêmes informations. D'après ces cartes, l'espèce humaine est divisée en races, c'est-à-dire des populations qui se distinguent les unes des autres par certains traits héréditaires, comme la couleur de la peau, qui est la différence la plus visible. Ce type de catégorisation remonte aux travaux de naturalistes comme le français Buffon ou le suédois Linné. Il s'agit au XVIIIe siècle, en pleine période des Lumières, de définir, de classer. Par exemple, Carl von Linné, dans Systema Natura, définit 4 variétés d'Homo sapiens, auxquelles il associe une couleur de peau et même des caractéristiques précises. Homo asiaticus, jaune pâle, mélancolique, rigide. Homo afer, noir, flegmatique, décontracté. Homo europaeus, blanc, sanguin, musculaire. Homo americanus, rouge, colérique et droit. Ensuite, la couleur de la peau n'est pas le seul critère à être utilisé par les savants de l'époque. Dans cet ouvrage de 1801, Histoire naturelle du genre humain, on trouve cette illustration montrant 3 profils, de l'Apollon de la statuaire grecque à l'orang-outang, en passant par le nègre, je cite la légende, et dans cette représentation, le nègre forme le chaînon manquant entre le singe et l'idéal humain. Apparaît ainsi vers le milieu du XIXe siècle une nouvelle science qui a pour objectif de mesurer ces différences entre les hommes pour créer des catégories et ensuite les hiérarchiser. Par exemple en s'appuyant sur l'anthropométrie et la craniométrie. Le représentant de ce courant en France est Paul Broca. L'anthropologue allemand Blumenbach, lui, identifie 5 races. On lui doit la dénomination de variété caucasienne, c'est-à-dire blanche, et Blumenbach estimera que la race noire est perfectible. Les théories raciales se voient ainsi confortées par les apports de la science au XVIIIe et XIXe siècle et peuvent ensuite se diffuser largement. Par exemple, le manuel scolaire « Le Tour de France par 2 enfants » nous enseigne qu'il y a 4 races et que la race blanche est, je cite, « la plus parfaite des races humaines ». Et songez qu'entre 1877 et 1977, ce livre est vendu à 8,5 millions d'exemplaires, soit autant d'enfants qui assimilent ces idées-là à l'école. Et ces enfants ont été nos grands-parents, ou peut-être même nos propres parents. Alors cela explique évidemment en partie comment nous avons été conduits à penser de façon aussi fausse.
Poursuivons notre remontée dans l'histoire. Au XVe siècle, le prince catholique portugais Henri le Navigateur conçoit de nouveaux types de navires, les caravelles. Et grâce à ces caravelles, Bartolomé Dias, Christophe Colomb, Vasco de Gama, Francisco Cabral, Magellan vont réaliser pour le compte du Portugal et de l'Espagne ce qui est vu par les Européens comme les grandes découvertes. Plusieurs traités successifs, arbitrés par le Vatican, vont permettre aux deux puissances ibériques, le Portugal et l'Espagne, de se partager le monde, y compris celui qui reste à découvrir et à évangéliser. Ces découvertes donnent aux Européens l'accès à de nouvelles routes commerciales et à de nouvelles terres et richesses qu'il faut exploiter. Et pour exploiter, il faut de la main-d'œuvre, alors un nouveau type de commerce se met en place, dit triangulaire, et qui fonctionne de la façon suivante. Les commerçants européens vont chercher des esclaves en Afrique, les emmènent de force dans le Nouveau Monde et rapatrient ensuite les bénéfices tirés de cette force de travail gratuite vers les monarchies européennes. Ce commerce des Noirs, cette traite négrière, est un événement économique majeur dans l'histoire. Par sa durée, près de 400 ans, du XVIe au XIXe siècle, par son ampleur, entre 25 et 30 millions de personnes déportées, par son impact géographique et sociétal aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Brésil et évidemment sur le continent africain lui-même. Et en fait, l'impact est bien plus qu'économique. Il est dans les mémoires, il est dans nos imaginaires. Au début du XVIIIe siècle, par exemple, les termes noirs et esclaves deviennent synonymes dans certains dictionnaires français. À la domination économique, institutionnelle, technique, militaire, qui est tout à fait réelle, l'Europe impose en plus une domination morale et religieuse. Elle estime avoir une mission civilisatrice, censée apporter le progrès et la foi aux populations d'Amérique, d'Afrique, d'Asie, d'Océanie, vues comme moins avancées. Une grande partie du monde est colonisée, et le partage de la quasi-totalité du continent africain entre puissances européennes à la conférence de Berlin de 1885 a été, à cet égard, tout à fait emblématique. 20 ans plus tard, en 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, voici à quoi ressemble le monde politique. On repère les empires contrôlés par la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne, l'Italie. Ces puissances captent les ressources tout en expliquant au monde entier qu'il y a un sens unidirectionnel au progrès. De retour sur le plateau du Monde Inconnu, l'élément que nous venons de vous proposer, professeur, nous faisait en fait comprendre qu'il y aurait des informations fausses qui nous ont été communiquées depuis de très longues années. Oui, bon, moi je pense que la situation que traverse le monde aujourd'hui provient de cette période-là. C'est pourquoi cet élément nous permet de réfléchir comment le monde va pouvoir changer. Parce qu'un livre vendu à plus de 8 millions qui avait pour but de plébisciter une race, entre guillemets, parce qu'il n'existe pas de race en tant que couleur de peau. Il existe une race et une seule, la race humaine. C'est pourquoi on parlait de l'Afrique, berceau de l'humanité, parce que tout part de l'Afrique pour pouvoir inonder le monde. Alors les gens sont seulement étonnés que comment en Afrique il y a des Noirs et de l'autre côté, comment ces gens-là ont pu devenir blancs. Là, c'est un autre débat et une autre recherche à faire ou d'autres recherches à faire. Mais ce qui est évident, c'est que tout le monde aujourd'hui est unanime qu'il y a une race humaine et l'Afrique est le berceau de l'humanité. Alors maintenant, pour revenir sur ta question, il faut comprendre tout ce que nous avons aujourd'hui dans la spiritualité, dans l'économie, l'exploitation de l'homme par l'homme, l'impérialisme. Tout cela tourne autour du livre qui a été vendu et qui a rendu la race aryenne, les Blancs, la race supérieure. Alors, à partir du bâton à feu qui arrive au deuxième siècle de notre ère, où les hommes peuvent, à partir du fusil, devenir des prédateurs du monde, au détriment des autres gens, nous sommes une logique d'aller en guerre
est restée permanente. Actuellement, il y a les problèmes avec la Corée, il y a les problèmes avec les États-Unis, la Russie, la Chine, et tout le monde, chacun essaye de se fabriquer des armes et tout. Alors, on est un déphasage total de l'humanisme ou de l'humanité ou l'humanitaire, je ne sais pas comment on peut dire ça, par rapport à nous qui se disons humains. Complètement en déphasage. Et pourquoi? Parce que c'est comme dans les familles, une personne qui a les moyens peut vouloir écraser les autres qui n'en ont pas. Et là, vous commencez à porter son sac, à jouer sa musique, à la glorifier. Alors c'est ce qui se passe. Et là, on met en touche complètement tout ce qui est spirituel, tout ce qui est divin, tout ce qui est nécessaire pour de vivre ensemble, on le dit comme ça, bon, en politique, mais tout ce qui est nécessaire pour voir l'autre comme quoi, voilà Dieu, donc voilà l'image de Dieu. Si on nous dit que nous sommes créés à l'image de Dieu, on aura Dieu comment si en face de nous, nous ne voyons pas cette image de Dieu à travers l'autre. Plus qu'on en parle, professeur, nous en tant qu'Africains, parce que ce soir, notre thème central, c'est le cosmos, l'homme et Dieu. Alors moi, je voudrais savoir, le cosmos pour l'Africain, c'est quoi? C'est toujours cet ensemble qui est réglé avec les 4 éléments, c'est terre, air, eau, feu, ou alors il y aurait autre chose qui serait le cosmos en tant qu'Africain, ou alors le cosmos chez l'Africain? Alors, le cosmos, c'est un ensemble de tout. Comme je disais tout à l'heure, je parlais de macrocosme. On peut dire, parce que dans les recherches qui concernent de qu'est-ce que c'est que le cosmos, on parlait des recherches cosmogoniques, dont les astrophysiciens essayent de faire des travaux sur le positionnement des étoiles, des astres et tout, pour essayer de comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule planète, la Terre, parce que la Terre c'est une planète, il y a plein d'autres planètes, et au-delà du système solaire, il y a de multitudes d'autres systèmes. Alors la connaissance de l'homme, le petit cerveau de l'homme s'est réduit sur la planète Terre, et nous ne pouvons comprendre des choses qu'à la limite de ce qui est de la Terre. Parce que même pour savoir qu'il existe des microbes, il fallait que l'homme se déploie pour obtenir des microscopes afin de déceler qu'il existe des choses que ses yeux ne voient pas mais qui pourtant existent. Alors, et qui existent autour de lui, qui existent avec lui. Bon, au-delà de ces équipements qui ne sont que des équipements destinés pour la planète Terre, on ne peut que imaginer d'autres formes d'équipements qui partent de la Terre, bien évidemment, qui peuvent élargir notre vue et qui peuvent nous permettre de scruter l'univers. Alors, cette étude est à part. L'étude cosmogonique, métaphysique, met l'homme au centre de la vie. Et ne parle pas des planètes simplement, ou pour aller chercher des pierres, je ne sais pas, du moins, des matières du sol de ces planètes pour venir soigner les hommes, non. Mais transcender les vibrations et pouvoir se déporter vers ces planètes est l'une des possibilités que la métaphysique nous donne grâce au voyage astro. Donc, vous voyagez, vous partez dans d'autres planètes, vous vivez des expériences nouvelles, et ces expériences-là nous permettent d'avoir des téléphones portables aujourd'hui, des machines, des appareillages, des voitures, des moteurs de voitures, des immeubles inimaginables. Ce n'est pas des choses de la Terre, c'est pris quelque part dans des archives akashiques. Donc, c'est ce milieu qu'on appelle donc le cosmos. On y va. Bon, maintenant, l'homme, non, Dieu. Dieu, en fait, c'est l'absolu. L'absolu, le mot suffit pour ne plus donner une explication. Non, bon. Mais professeur, moi, mon souci, c'était de
Alors, l'Africain. En tant qu'Africain, oui. C'est-à-dire l'Africain que nous sommes, alors que nous avons été avant l'arrivée des colons, est-ce que cet Africain-là connaissait ce que c'est que le cosmos avec ses éléments et tout le reste? Mais Comment est-ce que l'Africain vivait? Toutes les connaissances partaient de l'Égypte, je veux dire, de l'Égypte ancienne. C'est l'Égypte qui fait l'Occident. Il n'existe pas d'Occident sans l'Égypte. Parce qu'il y a l'Orient et il y a l'Occident. Alors, l'Orient, c'est l'Asie. L'Occident, c'est l'Afrique, l'Égypte. Les Européens sont des personnes qui ont plutôt pris de l'Égypte tout ce qu'il y a comme connaissance aujourd'hui à leur disposition. Et pris du mauvais côté, le monde a pris la dimension que ça connaît aujourd'hui. Bon, c'est-à-dire la matérialisation de la vie, le côté spirituel n'est pas évident, mais c'est parce que l'Égypte était un peu différente de l'Asie. Parce que l'Égypte, son enseignement commençait par l'homme, donc le côté matériel, alors que l'Asie, son enseignement commençait par le chichik, donc par le cosmos. Parce que lorsqu'on fait la gnose, ce n'est pas comme quand on fait la rose croix, c'est pas la même chose. Et ça, c'est des bases scolaires de l'époque. C'est des anciennes écoles, bon, qui sont aujourd'hui, c'est pas dans d'autres registres que je ne maîtrise pas. Bon, moi, je ne suis pas là pour parler de ces mouvements, comme pour dire que c'est la base de la connaissance. J'essaie d'expliquer comment ces choses-là commencent. Bon, alors donc, puisque en Égypte, il fallait faire l'expérience du feu, donc tu es entré dans une colonne de feu sans se faire brûler. Il fallait faire l'expérience de l'eau, donc tu peux traverser l'eau sans toutefois avoir besoin de pirogues, alors que c'est un fleuve ou plus qu'un fleuve. Bon, tu fais l'expérience de l'air, tu peux te retrouver d'un monde, d'un pays à l'autre sans prendre l'avion. Bon, bref, toutes les expériences étaient menées sur la base de l'homme et ça a été mal pris quand les Européens, entre guillemets, se sont appropriés de ces connaissances-là. On a plutôt phagocyté tout ce qui était côté spirituel, donc côté subtil, et là, des mouvements en franc-maçonnerie et tout, dont les bâtisseurs, et on a pu obtenir une Amérique qui a eu des buildings d'une architecture à l'époque extraordinaire, sans que ces gens-là ne savent écrire leur nom. Ah oui. Bon, donc ils sont partis sur une base qui était purement métaphysique, parce que beaucoup de ces gens, du maçon jusqu'au chef, c'est pas moi, du projet, certains d'entre eux ne savaient même pas écrire leur nom. Donc, moi, ce que je comprends, c'est que l'Africain, avant l'arrivée du colon, connaissait parfaitement ce qui était parce que même dans le discours de Léopold II, lorsque les missionnaires catholiques, surtout, ou bien chrétiens, se trouvent en mission en Afrique, en 1883, il les envoyait bien que vous n'allez pas enseigner aux gens ce qu'ils savent déjà. L'Africain connaissait Dieu, ou bien l'Africain connaît Dieu. Qui est donc Dieu chez le Bassa, c'est l'Olobe, l'ancien des anciens. Si bien que Jésus et son père de l'Église, le Dieu de l'Église, c'est le père de ce Dieu-là, le Dieu de l'Africain. Le Dieu de l'Africain est le père de Dieu de Jésus. C'est-à-dire que le père de Jésus. C'est-à-dire Jésus a un père. Le Dieu de l'Africain est le père. Est le grand-père de Jésus. Est le grand-père de Jésus. Plus facilement à comprendre. Voilà. Donc l'ancien des anciens. Et il y a des noms comme ça qui sont dans toutes les régions de l'Afrique pour expliquer que Dieu existe dans nos têtes depuis. D'ailleurs, c'est même parce que l'homme noir croit en Dieu qu'il a été facilement dompté. C'est pas qu'on était idiot, non. C'est que quand on voyait l'être humain avec l'esprit animiste, parce que tout ce qui est animé vient de Dieu pour l'homme. L'arbre, le fleuve, et tout ce qui bouge, et tout ce qui est vraisemblable, vient de Dieu. Du moins, est à nos yeux Dieu, en miniature. Donc,
quand les Blancs sont venus, on les a accueillis. Malheureusement, et ils n'étaient pas des dieux. Et c'est eux qui nous enseignent finalement Dieu. Bon, parce que l'élément que nous venons de voir là, ils nous enseignent leur Dieu. Un certain Dieu, voilà. Parce que le Dieu qui est enseigné aujourd'hui vient de l'Asie. C'est quelqu'un qui habitait l'Asie. Mahomet venait de l'Asie. Bouddha, c'est de l'Asie. L'Europe a quel Dieu? Suivez mon regard, il a le Dieu de la colonisation, dont une croix, quelqu'un sur la croix, et on dit prosternez-vous. Point. Donc, chers téléspectateurs, vous l'aviez compris, l'Africain avait un Dieu avant l'arrivée des colons. Donc, actuellement, nous allons vous proposer la page pratique. C'est cette page-là qui vous donne quelques astuces. Je vous laisse le temps de suivre. Nous allons revenir juste après pour répondre aux messages que vous nous avez envoyés. N'oubliez surtout pas de les signer. Et vous aurez les numéros qui vont s'afficher juste au bas de votre petit écran. Avec ces numéros, vous nous contactez. Nous revenons juste après cet élément. Le nez, la personnalité et le caractère. Découvrez votre personnalité profonde et même votre caractère grâce aux indications qui se dégagent de votre nez. Soyez en même de regarder un nez, celui de votre conjoint par exemple, d'un ami ou d'une des personnes de vos relations, dans le but d'en savoir plus sur sa personnalité et son caractère. Il s'agit d'une haute connaissance qui permet de mener à bien son existence, car c'est un ensemble de techniques d'une ampleur métaphysique susceptible de permettre qu'au quotidien, qu'on puisse entrer au même diapason que les autres. Typographie du nez. La typographie du nez, autrement appelée différentes parties du nez, nous permet d'obtenir des informations au sujet d'un individu donné en rapport avec lui-même, tant du point de vue interne qu'externe. Ces parties sont essentiellement au nombre de 6. La racine, l'arête, la pointe, les ailes, les narines et le septum. En décryptant les différentes parties du nez, on finit par comprendre facilement et par analogie qu'il existe un rapport entre celle-ci et l'environnement dans lequel l'intéressé vit. C'est une étude qui permet de savoir que plus il y a des nez différents d'une personne à une autre, autant les différentes parties de leur nez, telles que nous venons de le souligner ci-dessus, s'avèrent diversifiées. Mais dans tous les cas, le plus important est de savoir accorder son attention à chacune de ces parties du nez telle que le ferait une personne initiée, c'est-à-dire être à même de lire la personnalité de son interlocuteur et en déterminer son caractère rien qu'en regardant son nez. Le nez peut donc faire l'objet d'une étude sous plusieurs chapitres, mais nous en retiendrons que 2. Le premier concerne les différentes parties du nez et le second, ses différentes formes. Commençons par jeter un coup d'œil sur le premier chapitre. Sans y entrer en détail, voyons à titre d'exemple ce qu'il en est des révélations que nous pouvons bénéficier en décryptant les différentes parties du nez. La pointe du nez. Ici, le nez nous en dit long sur l'argent. Alors, si la pointe du nez prend une forme large ou tombante, c'est qu'en règle générale, la personne qui en est concernée peut bien gérer son argent. Mais si c'est surélevé ou se mettant à l'inverse, c'est-à-dire la pointe est pointue ou petite, cela veut dire que cette personne n'accorde pas d'importance à l'argent. La crevasse du nez. C'est un nez qui signifie engagement. Il concerne plus les hommes. Cela permet à une femme de savoir d'avance le caractère du monsieur qu'elle désire.
Les personnes qui ont ce genre de nez cherchent à tout analyser. Comme leur nez est une fissure, cela dénote une véritable sonnette d'alarme. Il s'agit d'une personne ayant un comportement peu supportable. D'ailleurs, elle a peur de prendre des engagements et se présente comme étant un irresponsable. La largeur des nez. Voici un nez qui veut dire dépenses. Il s'agit des dépenses exorbitantes. La personne aux narines relativement larges ou grandes est dépensière passionnée, contrairement à celle des petites narines qui est un avide, mesquine. De plus ses narines sont petites, plus elle est avare, voire vorace. Le contour des narines. Certes, le contour des narines fait état des liens de famille. Lorsqu'il présente une couche de cartilage épaisse, cela démontre que cette personne est attachée à sa famille. Mais si au contraire le contour des narines est fin, c'est qu'il s'agit à cet effet d'une personne socialement indifférente à sa famille et aux autres. Son attitude va jusqu'à faire preuve d'irresponsabilité. Nous revenons sur notre plateau avec vos messages et nous allons commencer, professeur. Nous avons un téléspectateur qui voudrait savoir ce que dit votre nez. Ah, 4 fois l'émission, la même page pratique, ça permet à ces téléspectateurs lui-même de décrypter que veut dire mon nez. Parce que cette page-là, c'est pour le téléspectateur en fait. Et puis, on a décidé que, à la demande des téléspectateurs, de ne pas passer d'une page pratique à l'autre rapidement pour que les gens aient le temps d'assimiler les pages pratiques. Il faut qu'on les maintienne sur au moins 3-4 émissions, dans un mois. Voilà. Alors, donc, s'ils n'ont pas eu le temps de décrypter mon nez, ça veut dire qu'ils n'ont pas bien étudié la leçon. Nous avons un téléspectateur qui nous écrit depuis Yaoundé. Il voudrait savoir si on juge un mort puisqu'il devient la terre après avoir pourri. Alors, on va faire une émission sur la constitution occultée de l'homme, c'est-à-dire les différents corps de l'homme. La carcasse qu'est le corps physique, oui. Et lorsque le soufflet de vie quitte cette carcasse, on appelle ça la dépouille. Et c'est cette dépouille-là qui retourne à la terre, parce que c'est ça qui vient de la terre. Mais l'esprit, le soufflet de vie lui-même, ne vient pas de la terre, vient des forces célestes. Bon, donc c'est ça nous, et c'est ça qu'on juge. On ne va pas juger une maison qui a abrité quelqu'un au lieu de juger quelqu'un, parce que nous sommes abrités dans nos corps. Nous les habillons, nous les lavons, nous faisons ceci. Mais ce n'est que de l'accessoire. Mais ce n'est que un habillé qui n'a rien à voir avec nous-mêmes. Tout ce que nous faisons comme bêtises avec ces corps-là, ça nous regarde. Ça ne regarde pas le corps. Donc on ne va jamais juger le corps, on va plutôt juger l'esprit, l'âme qui est dans ces corps. Voilà. D'accord. Donc je crois que le téléspectateur a noté. C'est un rendez-vous que nous allons prendre plus tard. Il y a une question qui vient, le message n'est pas signé. Est-ce qu'un homme normal peut-il se retrouver dans l'autre monde? Oui, parce qu'il y a des guides d'éveil, qui sont des maîtres des autres. Il y a des guides classiques qui sont aussi des maîtres et qui sont là. Il y a des guides de famille. Vous avez un père, c'est un homme normal, mais c'est lui qui doit vous guider, même s'il est sous là. Et bon, lui, il peut ne pas être normal parce qu'il saoule et il ne vous donne pas la possibilité de suivre le bon chemin. Mais c'est votre guide. C'est celui-là que la nature a décidé pour vous. Donc, de temps en temps, il faut ignorer son côté négatif et essayer de copier quelque peu ce qui peut être de positif dans sa vie. Alors, nous avons Jean-Bernard qui nous écrit. Il veut savoir si le rêve est un voyage astral. Peut-on le faire consciemment? Le rêve est un
dans le rêve on voyage, dans le rêve on reçoit des messages. On peut rendre le rêve comme une possibilité de se connaître, une possibilité de connaître des choses que on ne serait pas censé connaître si on ne rêvait pas. Dans le rêve, il y a des techniques pour maîtriser les rêves. Ces techniques-là peuvent donc permettre à l'enfant qui étudie de savoir quel chapitre de sa leçon il faut bûcher pour pouvoir passer à l'examen. Bon, alors donc il y a des techniques, ce n'est pas une histoire qu'on rêve pour rêver. Bon, c'est vrai que tout le monde ne rêve pas de la même manière. D'accord. Voilà. Bon, nous prenons les tout derniers messages. Comment se débarrasser des esprits de l'eau? Malheureusement, le message n'est pas signé. Alors, les esprits de l'eau, c'est ça, les sirènes et tout. Bon, là, on parle un peu de ce qui se passerait chez des côtiers du genre... des personnes qui habitent des zones comme Kribi, Nimbe et tout, bon, c'est pas moi, Lomé et tout, des autochtones de ces zones-là. Alors, ils n'ont pas besoin de se débarrasser des esprits de l'eau. Bon, parce qu'ils grandissent avec ces esprits. C'est ces esprits-là qui les permettent d'aller en mer à plus de 300 mètres, à plus de 3 km, 4, 5, 10 km pour aller pêcher et revenir sans problème. Alors, s'ils tombent même dans l'eau, c'est ces esprits-là qui les permettent de ne pas se noyer. Mais est-ce que ces esprits ne peuvent pas être à un moment, je ne veux pas dire nuisibles, mais avoir des impacts négatifs sur la vie? Alors, si vous faites des choses qui ne vont pas bien, vous serez frappé, c'est normal. Bon, vous ne pouvez pas avoir un chien chez vous qui vous garde, et puis un jour, ce chien va vous mordre. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et vous devez chercher à savoir pourquoi le chien vous a mordu. D'accord. Et nous avons également quelqu'un qui souhaiterait savoir si on peut être victime si le diabète pourrait être lancé comme... un sort. Oui, comme un sort ou alors comme le son chez le vaccin. Toutes les maladies sont, sur le plan métaphysique, n'importe quelle maladie peut être en même temps occulte. Oui. Parce que, prenons le cas du diabète, si on bloque le fonctionnement du pancréas, le pancréas a près de deux principales hormones. Le glucagon, je dis principal parce qu'il y a d'autres. Il y a le glucagon et l'insuline. Alors, le glucagon augmente le taux de sucre dans le sang, à travers le foie. Et l'insuline baisse le taux de sucre. Mais il y a à côté de ça la somatostatine, qui est une hormone qui régule l'environnement du pancréas. Alors, ces hormones agissent directement dans le sang, en dehors des enzymes qui agissent au niveau de la digestion à travers le duodénum. Alors, quand on sait ça, on peut bloquer cet organe, ça ne fonctionne plus. Vous finissez votre argent à l'hôpital. Et ça ne va jamais marcher parce que d'abord, en médecine officielle, on ne soigne pas le pancréas, on soigne le sang. Donc, on baisse la glycémie. La glycémie. Bon, donc c'est des bons cibles pour les sorciers. Bon, dès que tu sais que, bon, le gars, quand il va aller à l'hôpital, on va plutôt s'occuper d'une chose. Mais alors, tu distrais l'organe, c'est tout. Donc, n'importe quelle maladie, au jour d'aujourd'hui, d'abord, ça a été toujours ça. Le sorcier, c'est ce que c'est que la constitution occulte de l'homme que le scientifique classique ne sait pas. Le scientifique classique, c'est seulement que il ne connaît tout que de la carcasse. Il sait un peu de choses sur les cellules, et il peut parler des glandes, il peut parler du système nerveux et tout, mais le rôle des glandes, même les glandes endocrines, le rôle des glandes endocrines dans l'organisme, jusqu'à l'heure actuelle, n'est pas tout. On ne connaît pas tout du fonctionnement de ces glandes. Jusqu'où se trouve leur côté physique et jusqu'où se trouve leur côté occulte. C'est pas tout. C'est pas connu exactement, parce que quand il y a des troubles métaboliques, on ne sait pas trop comment ça s'est passé.
et on parlait d'une maladie dégénérative tout simplement. D'accord. Donc, nous sommes arrivés au terme de notre émission parce que le temps nous tient déjà à la gorge. Alors, professeur, aujourd'hui, après tout ce que nous avions fait, qu'est-ce que nous pouvons, nos chers téléspectateurs, bien entendu, et nous-mêmes pouvons retenir de nos enseignements de ce soir? Alors, depuis le début de ces programmes sur Canal 2 International, on parlait de la métaphysique. Bon, on parle de l'importance de la métaphysique dans la vie de l'homme. Aujourd'hui, on s'est apaisanti sur l'univers, dans le cosmos, la place de l'univers pour nous, et qu'est-ce qu'est Dieu, qui est Dieu, pardon, je veux dire, et l'homme, quoi dans tout cela. On a essayé d'épiloguer sur cet ensemble d'éléments pour rappeler aux téléspectateurs que nous avons un rôle à jouer pour nous. Ce rôle, c'est qu'on puisse être affranchi. Et pour qu'on soit affranchi, c'est nous qui devons chercher la connaissance. La connaissance ne se donne pas, ça s'acquiert. Voilà. Mais surtout, il faut respecter les lois de la nature parce qu'aujourd'hui, nous avons vu les fonctions des 4 éléments. Donc, oui, il faut savoir déjà... Et on a vu là où l'homme a chuté à partir du fait de considérer la race humaine comme étant les races par rapport aux couleurs de la peau. Alors, on est tombé dans un bain où on ne s'en sort plus. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, merci de nous avoir accordé votre attention. Nous vous souhaitons déjà une très bonne soirée et nous vous disons à mardi prochain à la même heure et sur la même chaîne. Bonsoir.